Le réseau national de plaidoyer pour la réduction des risques de catastrophes souhaite l'implication des chefs coutumiers dans la sensibilisation sur les inondations. Une délégation de ce réseau en a parlé au chef suprême des Mossé. L'Union d'action syndicale s'oppose au projet d'installation d'une cimenterie à Bobo-Dioulasso. L'UAS l'a fait savoir lors d'une sortie hier dans la ville de Sia. Pourquoi une telle position? La réponse dans cette édition. Les personnes vivant avec un handicap invitent le gouvernement à se pencher sur leurs préoccupations. Ces préoccupations sont contenues dans un rapport de la Coalition nationale des personnes vivant avec un handicap. Ce rapport a été remis au ministre d'État chargé des PVH. Et puis après Zaktulis, c'est le village de Zina dans la Boukou du Moun qui va bientôt abriter une centrale solaire. Les travaux de construction de cette centrale seront lancés demain lundi. Et pour en savoir plus sur cette centrale, nous recevons dans ce journal le ministre des Mines, des Carrières et de l'Énergie, le professeur Alpha Oumar Dissa. Voilà qui fait la une de cette édition. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. Leur contribution est primordiale pour faire passer le message sur les risques d'inondation. Les chefs coutumiers sont invités à s'impliquer dans la sensibilisation des personnes installées dans les zones inondables. Une délégation du réseau national pour la réduction des risques de catastrophes est allée faire le plaidoyer auprès du Moro Naba Baogo, Amadou Ilboudo, Ismaël Ledilouma Assirima. Le Mogo Naba Baogo, une fois de plus, sollicité pour qu'il implique les chefs coutumiers à la sensibilisation. Une délégation du réseau national de plaidoyer pour la réduction des risques et catastrophes demande aux chefs des Mossé d'inviter les populations à ne pas s'installer dans les zones inondables. Si on est sinistré cette année, l'année suivante, tu ne dois plus être sinistré parce que tu dois prendre des précautions pour ne plus être dans ça. Mais la grande partie de ceux qui étaient inondés l'année dernière, les champs l'ont été dans la même zone. C'est pas normal. Fort de ce constat, le réseau s'est donné pour mission de diffuser les informations sur les risques de catastrophes. Ils ont par ailleurs remis au Mogo des copies de la loi portant réduction des risques et catastrophes au Burkina Faso. C'est cette loi que nous avons traduite en langue pour permettre aux plupart des communautés d'avoir accès au contenu de cette loi. Parce que la plupart des temps, on vote les lois, mais ces lois ne sont pas diffusées. Ils restent dans les tiroirs et la population reste sous-informée. Créé en 2012, le réseau national de plaidoyer pour la réduction des risques et catastrophes regroupe aujourd'hui 23 associations et organisations. À cette audience avec le Mogo, ils ont été exhortés à plus de solidarité. Intégration des initiatives de réduction des pertes alimentaires dans les zones vivrières, c'est l'intitulé d'un projet conjoint du gouvernement burkinabé et ses partenaires. Dans le cadre de ce projet, une étude a été menée sur les pertes après les récoltes et les résultats de cette étude ont été présentés au cours d'une rencontre tenue à Ouagadougou. Yacouba Gamene, Nathalie Sawadougou, Nabaloum. Les résultats de la première phase de l'étude d'évaluation des pertes post-récolte présentés ici aux acteurs de l'agriculture et aux partenaires techniques et financiers. Une étude réalisée sur 3 spéculations prioritaires, dont le sorgho, le maïs et le niébé. Par exemple, le taux de perte post-récolte du niébé est à 50%. Dans le développement du secteur agricole, on s'est rendu compte qu'il y a un facteur qui contribue à diminuer la performance de ces secteurs-là. Et cet élément, c'est les pertes enregistrées au niveau des récoltes. Vous pouvez avoir une bonne production agricole, mais le produit que vous obtenez connaît des pertes depuis le champ jusqu'à l'assiette du consommateur. Cette étude vise à cerner le problème, à proposer des pistes de solutions. Le projet Intégration des initiatives de réduction des pertes alimentaires est financé par la coopération suisse à environ 40 millions de francs CFA et soutenu par la FAO, le FIDA et le PAM. Nous avons convenu avec le gouvernement de poursuivre dans les mêmes zones, sur les mêmes spéculations, une deuxième phase de l'étude pour affiner les résultats de l'atelier de validation. Et cela va se passer d'ici la fin de l'année, permettant au gouvernement de disposer
véritablement des stratégies appropriées. En cela, les conclusions de cette étude, une fois validées, seront utilisées pour la réduction des pertes post-récolte. Les légumes traditionnels africains sont riches en éléments nutritifs et culturellement acceptés. Un projet dénommé TAV a été mis en œuvre entre 2013 et 2016 pour susciter davantage la production et la consommation de ces légumes. Il a concerné 3 pays que sont le Burkina Faso, le Ghana et le Cameroun. Au terme de ce projet, les acteurs chargés de sa mise en œuvre se sont retrouvés à Ouagadougou pour un bilan. Moussa Ouedraogo et Yola Lompo. Riches en éléments nutritifs, les légumes traditionnels africains sont au cœur des échanges à cette rencontre qui réunit les participants venus du Cameroun, du Ghana et du Burkina Faso. Le projet traditionnel African Vegetable, qui avait été mis en œuvre simultanément entre août 2013 et juillet 2016 dans ces 3 pays, est à son terme. Et cet atelier de clôture a pour finalité de présenter le rapport d'évaluation à mi-parcours. C'est un projet qui a permis de mettre en commun les efforts de différents spécialistes de différents pays qui ont travaillé de façon à faire la liaison entre la recherche et le développement. Nous pensons que devrait servir de modèle pour la suite des activités de recherche-développement dans notre sphère. Quand on parle de fin de projet, on doit parler plutôt d'une renaissance de projet sous une autre dimension. On va rechercher ensemble les moyens pour faire en sorte que les acquis obtenus soient pérennisés. Il y aura une suite au projet. Financé par le Conseil Ouest et Afrique centrale pour la recherche agricole et le développement, ce projet contribue à l'amélioration des revenus et à l'état nutritionnel des familles rurales en Afrique centrale et occidentale. Au Burkina Faso, il intervient dans 5 départements de la province du Gourma et l'on compte plus de 5000 bénéficiaires directs dans les 3 pays ciblés. L'Union d'action syndicale s'oppose au projet d'installation d'une cimenterie à Bobo-Dioulasso. L'UAS l'a fait savoir lors de sa sortie syndicale hier samedi dans la ville de Sia. Bassol Mabazié et ses camarades sont également revenus sur la question des Korlouego. Enfin, cette sortie était l'occasion pour l'Union d'action syndicale de dresser le bilan des luttes menées par les syndicats au Burkina Faso. On fait le point avec Karim Ilboudo et Amadou Lougué. Une rencontre sous forme de bilan de lutte depuis les indépendances à nos jours. L'unité d'action syndicale estime que des acquis certains ont été engrangés, même si beaucoup reste encore à faire. Le premier combat que le mouvement syndical doit mener d'abord, c'est s'assurer que les libertés politiques, les libertés démocratiques, les libertés syndicales sont bien défendues, maintenues, approfondies, protégées et promues. Le soulèvement populaire du 3 janvier 1966, l'insurrection populaire d'octobre 2014 ou la résistance du peuple contre le coup d'État du général Diendéré. Autant d'événements pour lesquels le syndicat a joué un rôle majeur. Et au cours de cette rencontre, la question des Korlouego est encore revenue sur la table des préoccupations. Les populations ont le droit ferme de s'organiser, de protéger leurs intérêts et leur intégrité physique. En ce sens que le Korlouego, sa naissance, c'est tout simplement une conséquence qui découle de la défaillance de l'État. L'unité d'action syndicale dévoile également sa position sur la construction d'une cimenterie à Bobo-Dioulasso, un projet qui divise les Bobolais. À quoi servira le ciment s'il n'y a pas d'homme en vie? Donc si on pollue l'eau qui est consommée par tout le monde, mais qui va habiter dans ces maisons dont les cimenteries vont permettre de construire? Donc nous, notre position, les populations de Bobo ont indiqué d'autres sites où on peut construire ces cimenteries. Ce type de rencontre est prévu également dans d'autres régions du Burkina Faso. L'objectif affiché selon les organisateurs, renforcer les liens entre les membres de l'unité d'action syndicale, un mouvement créé il y a 17 ans. Le Burkina Faso, résolument engagé pour combler son déficit énergétique, une nouvelle centrale verra le jour dans le village de Zina, commune de Kona, dans la Boukou du Moun. Le lancement des travaux de construction de cette centrale interviendra demain. À ce sujet, nous recevons le ministre des Mines, des Carrières et de l'Énergie, le professeur Alpha Ouma Dissa. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Nathalie. Alors, que va représenter la centrale de Zina en termes d'apport énergétique pour le Burkina Faso? Donc, en termes d'apport énergétique pour le Burkina Faso, cette centrale va permettre donc d'injecter environ 20 MW ondulés alternatifs
ce qui représente environ donc 40 gigawattheures par an. Donc c'est une centrale qui va pouvoir donc, en tout cas pour la période donc, de la journée, permettre donc de pouvoir donc lever les difficultés liées donc à la gestion de la pointe journalière. Alors, cette centrale, comme je le disais, ça sera à Zina, dans la commune de Kona. Et quelles seront les retombées de la construction d'une telle centrale pour les populations locales? D'abord, il y a la question de la création d'emplois. C'est une activité donc, qui va, en tout cas, permettre donc, de pouvoir donc, occuper un certain nombre de jeunes. Ça, c'est pendant la phase de construction. Et également, pendant la phase d'exploitation, on aura besoin donc de créer des emplois pour l'entretien au quotidien donc, de cette centrale. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette centrale, pour nous, est un symbole parce que c'est la toute première centrale en PPP entre l'État burkinabé et un acteur privé, un promoteur privé. Donc, c'est une centrale qui va permettre aussi, du point de vue, donc, je vais dire au plan international, de comprendre qu'effectivement, les PPP peuvent faire leur chemin au niveau du Burkina en matière donc, de production d'électricité. Et je pense que la structuration financière a été bien organisée par la Société financière internationale. Et aujourd'hui, ce projet entre le groupe Wininga et l'État burkinabé est cité en exemple à l'international pour un accord partenariat public-privé qui a pu aboutir. Justement, ce projet donc, qui est la concrétisation du partenariat public-privé premier du genre dans le domaine de l'énergie au Burkina. Et pour cette centrale-là, comme vous l'avez dit, l'État est en partenariat avec la société Wininga Énergie. Quels sont les termes du contrat qui existent entre l'État et cette société-là? Bon, tout d'abord, il faut d'abord donc savoir c'est quoi cette centrale. Cette centrale, du point de vue caractéristiques techniques intrinsèques, est une centrale donc, qui va occuper environ 70 hectares avec donc, environ donc, 85 200 panneaux de 315 watts, donc 315 watts en technologie polycristallin. Et c'est également une centrale dont la puissance crête totale va être autour de 26,8 MW crête. Et du point de vue accord en partenariat public-privé, c'est une centrale donc, pour laquelle le groupe Wininga va s'engager à pouvoir injecter donc 20 MW donc, ondulés, comme je l'ai dit, du point de vue technique. Et également, l'État burkinabé, en collaboration donc, avec l'entreprise, justement, s'engage à pouvoir prolonger donc, la ligne d'interconnexion donc, de 8 km dans le département donc, de Ouona, qui est une nouvelle haute tension qu'on vient de construire. Et du point de vue financier, c'est une centrale qui revient donc, à environ 25 milliards de francs CFA. Alors, donc voilà en gros les informations que je peux donner autour donc, de cette centrale. Est-ce qu'il est envisagé que cette société puisse rétrocéder la centrale à l'État par la suite? Exactement. Cela fait partie donc, des clauses du contrat. Normalement, au bout de 25 ans, nous avons une concession de 25 ans. Et normalement, au bout de 25 ans, le groupe donc s'engage à rétrocéder donc la centrale qui aura, selon nos estimations, une capacité donc de 80% par rapport à sa capacité initiale. Et en ce moment, donc l'exploitation sera reprise en charge à 100% par l'État burkinabé. Alors, Monsieur le ministre, au sommet du traité d'amitié et de coopération Burkina Faso-Côte d'Ivoire qui vient de s'achever, un accord a été signé dans le domaine de l'énergie. La Côte d'Ivoire qui s'est engagée encore à accompagner le Burkina dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur ce nouvel engagement de la Côte d'Ivoire? Oui, il faut savoir d'abord que cet engagement est un engagement entre amis. Donc, il faut savoir que la Côte d'Ivoire nous donne aujourd'hui le kilowattheure à environ 64 francs CFA. Alors que nous-mêmes, au niveau du Burkina, nous produisons donc l'énergie autour de 138 francs CFA. Donc quand vous faites le ratio, vous voyez déjà qu'on obtient donc le kilowattheure à la moitié du coût de production au plan national. Donc ça, c'est un élément très important à savoir. L'autre élément très important à savoir, c'est que la Côte d'Ivoire a des difficultés, mais au-delà de ces difficultés, elle s'est engagée à nous donner 80 MW de puissance sur la ligne d'interconnexion.
Donc tout ça c'est important. Maintenant, au-delà de tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est que on a des difficultés, il faut le dire, avec la ligne d'interconnexion. C'est une ligne qui a au tout début qui a permis donc au tout début de transporter 50 MW. Et nous avons constaté effectivement qu'après avoir augmenté la puissance à 70 MW, on observe en certains lieux un certain nombre de claquages et de relâchements donc de manchons. Et donc c'est pour ça, au-delà donc de cet accord, le TAC donc a décidé que les deux ministres puissent se concerter pour qu'on puisse mettre en place une équipe mixte, une équipe d'intervention mixte donc, qui va permettre donc de mettre des dispositifs de surveillance du réseau et d'entretien du réseau pour pouvoir donc minimiser donc les interruptions et pouvoir donc rendre donc la fourniture donc continue et donc avoir donc une fourniture de qualité. D'accord. Très rapidement et pour finir, est-ce que le gouvernement a d'autres perspectives pour en finir avec ce déficit énergétique au niveau du Burkina? Oui, il faut savoir que le déficit énergétique au niveau du Burkina pose avec acuité, surtout pendant les périodes de pointe. Et nous avons fait le premier CASEM de notre ministère tout récemment. Et dans ce CASEM, justement, nous avons posé le problème donc, de la gestion de la pointe où la demande est forte. Et c'est aussi pendant cette période donc, que le déficit est plus important. Et nous avons vu que, en réalité, l'approche que nous devons avoir est qu'il faut envisager donc, de juguler donc, le déficit en regardant donc la pointe sous deux dimensions. Il y a la dimension journalière où nous savons que entre 11h et 14h, nous retrouvons une période de pointe avec donc la demande compte tenu donc de l'élévation de la température ambiante. Donc les uns et les autres mettent les climatiseurs en marche, donc la demande est forte. Et on a également la pointe nocturne, notamment donc après donc le service. Quand les travailleurs rentrent à la maison, chacun allume sa télé, chacun allume donc ses lampes. Il y a également l'éclairage public qui rentre en compte parce que c'est la nuit. Et ça, c'est donc la gestion de la pointe journalière. Et il y a la pointe annuelle qui va donc du mois de mars au mois de juin. Donc nous avons vu donc que pour la pointe annuelle, l'utilisation des centrales solaires peut être une solution appropriée parce que la pointe annuelle se situe à une période aussi où l'ensoleillement est plus élevé donc, au niveau du Burkina, notamment donc, du mois de mars au mois de juin. Et donc nous pensons donc que les centrales solaires, les projets de centrales solaires que nous avons, notamment les centrales solaires lancées sous la transition, tout comme les projets des 5 centrales solaires que nous allons lancer, vont effectivement permettre donc de pouvoir résoudre d'une manière ou d'une autre. Maintenant, pour la pointe nocturne, nous pensons donc qu'il faut que l'État sensibilise les populations pour que les uns et les autres puissent s'engager vers le solaire, de sorte à ce que si les télés, les lampes et les brasseurs sont pris en charge par des panneaux solaires, nous pensons que même si après la pause, les travailleurs entrent à la maison et qu'une grande partie déjà de la consommation est retenue par le solaire, pensons que nous pouvons diminuer la pression sur le réseau et pouvoir donc gérer cette période de pointe. Donc en gros, voilà la vision que nous avons. On n'a pas suffisamment de temps, peut-être on aura d'autres occasions pour expliquer ça davantage. Sinon, nous pensons que sous cet angle-là, on peut effectivement essayer donc de juguler le déficit en distinguant donc les différentes périodes donc de pointe, notamment journalières et annuelles. Merci, Monsieur le ministre. Je rappelle que nous recevions le professeur Alpha Oumar Dissa, ministre des Mines, des Carrières et de l'Énergie, venu nous parler précisément de la centrale de Zina, dont le lancement est prévu demain à 10h. C'est bien ça? Vous restez avec nous pour la suite du journal. Le PRCJ, le programme de renforcement des compétences des jeunes, est en phase de vulgarisation dans toutes les communes du Burkina Faso. Et cette vulgarisation intervient après la mise en œuvre du programme dans certaines localités pilotes. Le lancement de cette phase de vulgarisation est intervenu le vendredi dernier à Manga, dans le centre-sud. Le PRCJ a pour objectif de lutter contre le chômage des jeunes en passant par le renforcement de leurs compétences. Roger Kam, Bouma Ernest Nepi. Le programme national de renforcement des compétences des jeunes PRCJ vise à former les jeunes dans plusieurs domaines en vue d'accroître leur employabilité. C'est un programme qui vise effectivement à faire en sorte que nous puissions asseoir dans sa commune une base de jeunes formés capables de conduire des activités d'animation, des activités de collecte de données quantitatives et qualitatives,
et aussi les organiser de sorte à pouvoir les encadrer à ce qu'ils deviennent autonomes en termes sous forme d'incubation de projets incubateurs permettant aux jeunes de devenir des vrais acteurs de développement, chacun avec son unité de production. Démarré depuis 2014, le programme a déjà fait des heureux dans les communes qui l'ont déjà reçu. Nous avons bénéficié de différentes formations en techniques d'animation et d'enquête. Nous doter de capacités à pouvoir mener sur le terrain des enquêtes, si toutefois il y a des structures qui en demandaient. L'étape de Manga marque le début de la vulgarisation de PRCJ dans toutes les communes de Burkina. Et pour le représentant du ministre en charge de la jeunesse, l'apport de ce programme à la lutte contre le chômage des jeunes au Burkina n'est plus à démontrer, d'où l'engagement du ministère aux côtés du promoteur à chaque étape de la mise en œuvre de PRCJ. Chaque étape, nous avions été présents, nous avons répondu présents. Nous l'avons accompagné, nous l'avons conseillé. En plus de l'accompagnement technique, nous avons cet accompagnement, je ne dirais pas financier, mais matériel. Beaucoup d'acteurs qui ont compris le bien fondé du PRCJ, selon son coordonnateur, l'accompagnent déjà. Et à cette troisième étape du programme à Manga, des certificats de reconnaissance leur ont été décernés. On reste dans le même registre pour dire que 100 jeunes sans emploi ont bénéficié cette semaine d'une formation en entrepreneuriat. Des modules portant sur l'agriculture et l'élevage leur ont été enseignés au cours de la formation. Cela devrait les inciter à concevoir des projets et sortir ainsi du chômage. La formation a été initiée par le regroupement des jeunes pour la justice sociale. Sur la cérémonie d'ouverture de cette formation, le reportage de Issa Kafando et Abdoul Rasmane Zango. La lutte contre le chômage des jeunes est l'un des objectifs affichés par le regroupement des jeunes pour la justice sociale. Ainsi, ce regroupement initie une formation au bénéfice de 100 apprenants, précisément dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage. Notre système éducatif, la formation dont nous imprégnons quand on est encore petit, le système dont nous avons hérité, mais pas un système qui forme pour être entrepreneur. C'est-à-dire des entrepreneurs. C'est purement des systèmes qui nous amènent à être des bureaucrates. Alors que tout le monde ne peut pas être bureaucrate. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir aider ces jeunes-là à sortir effectivement de certaines misères? Parce que c'est ce qui nous motive et c'est ce qui a amené effectivement à choisir ce terme-là, autonomisation des jeunes en situation de chômage. Une initiative saluée. Seul le gouvernement ne pourra pas embaucher toute la jeunesse. C'est pour cela, dans sa vision, le ministère est clair. Il a toujours souhaité de travailler en partenariat avec le privé. À l'issue de l'apprentissage, les bénéficiaires de la formation devraient être à mesure de concevoir leurs propres projets et les auteurs de meilleurs projets pourront être financièrement soutenus. Le chômage est également un phénomène auquel sont confrontées les personnes vivant avec un handicap. En plus de cela, ces personnes disent connaître des difficultés sur des terrains tels que la politique, la culture et la santé. Toutes ces préoccupations sont contenues dans un rapport élaboré par la Coalition nationale des associations des personnes vivant avec un handicap. Les responsables de cette coalition sont allés remettre le rapport à la secrétaire d'État chargée des personnes vivant avec un handicap. Yacouba Gamene, Nathalie Sawadgo, Nabalou. C'est un document synthèse de 9 pages. Il résume les préoccupations majeures des personnes vivant avec un handicap au Burkina Faso. C'est un cri de cœur que lance la Coalition nationale des associations des personnes vivant avec un handicap. Nous avons rassemblé toutes les préoccupations des personnes vivant avec un handicap dans un document que nous avons remis aux autorités afin qu'ils nous aident à venir à bout de nos difficultés. Pas d'inquiétude, rassure le représentant de la secrétaire d'État en charge des personnes vivant avec un handicap. Le programme quinquennal du président du Faso n'oublie personne. L'un des objectifs du programme est de favoriser l'accès à des emplois adaptés à au moins 50% des personnes vivant avec un handicap. Pour ce faire, les actions suivantes sont prévues.
répertorier les effectifs des personnes porteuses de handicap par catégorie et par commune, améliorer l'accès des personnes porteuses de handicap aux services sociaux, c'est-à-dire la santé, l'éducation, la formation professionnelle, le transport, etc. La Coalition nationale des associations des personnes vivant avec un handicap regroupe 70 associations sur tout le territoire national. Le projet dénommé Locomotive d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation est en marche au Burkina Faso. Dans le cadre de ce projet, 1000 bourses ont été attribuées à des élèves démunis de 5 régions. À cela s'ajoute la construction d'établissements scolaires et la réalisation de forages dans des localités bénéficiaires de ce projet. Ce sont là les informations qui ressortent de la rencontre des acteurs de l'éducation nationale réunis à Gawa le vendredi dernier. Basile Bassolé et Draman Kabouri. L'ensemble des acteurs de la chaîne de l'éducation nationale se sont rencontrés à Gawa pour échanger sur les modalités et conditions de mise en place des instances dirigeantes du projet d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation dans les établissements au niveau du poste primaire et du secondaire du Burkina Faso. Un projet qui mettra surtout l'accent sur le renforcement des institutions. Nous allons construire des infrastructures scolaires, les équiper, former le personnel enseignant et éventuellement accompagner toutes les structures donc, du ministère en charge donc, de l'éducation dans la réalisation donc, de leurs activités donc, sur le terrain. Le projet envisage d'accorder 1000 bourses aux élèves les plus démunis des 5 régions du Burkina. En plus des bourses, le projet prévoit la construction d'infrastructures scolaires, la réalisation de forages dans les 5 régions pilotes. Dans la clé de répartition, 175 bourses sont destinées aux élèves du sud-ouest. Et pour une mise en œuvre optimale des grands axes du projet, les comités de gestion se doivent d'accepter un certain nombre de dispositions. Je dirais que tout début n'est pas totalement facile, mais moi, mon inquiétude, c'est d'abord l'adhésion de toute la population, de toutes les couches sociales. Si tout le monde a adhéré à ce projet, je crois qu'il n'y a pas une difficulté qu'on ne pourra pas surmonter. D'une durée de 4 ans et d'une valeur de 25 milliards de francs CFA, le projet couvre les régions du centre, de l'est, du nord, du plateau central et du sud-ouest. Et grâce à l'ONG Credo, 500 orphelins et enfants vulnérables iront à l'école à la rentrée prochaine. Pour y parvenir, l'ONG a organisé un téléthon hier soir pour recueillir des dons et des parrainages. L'ambition est d'aller même à la scolarisation de 9000 enfants démunis. À la cérémonie d'hier soir, des membres du gouvernement étaient présents pour soutenir l'initiative. Fanta Kando et Ramatou Zida. Ils consentent à parrainer des orphelins et enfants vulnérables du Burkina et leur permettre ainsi d'aller à l'école pour l'année scolaire 2016-2017. Le temps d'une soirée, l'ONG Credo a sollicité et obtenu des dons, de même que des souscriptions de parrainage à hauteur de 66 millions de francs CFA pour des enfants à qui nul ne présageait un avenir scolaire. Si l'objectif, obtenir environ 160 millions de francs CFA afin de scolariser 2000 orphelins et enfants vulnérables pour la rentrée prochaine, n'est pas atteint pour le moment, cette soirée du parrainage Téléthon offre des motifs de satisfaction. Je suis sûr que l'objectif sera atteint parce que je crois que la préparation a été formidable. Tout a été mis en œuvre pour que le peuple burkinabé et même le peuple à l'extérieur du Burkina et toute la diaspora soient sensibilisés pour la cause de l'éducation des enfants. L'État burkinabé accompagne le Credo depuis plusieurs années dans le parrainage des enfants vulnérables. Un soutien qu'il entend continuer. Nous allons avec l'association et d'autres bonnes volontés essayer de mener la croisade pour l'éducation de nos enfants. L'ONG Credo parraine des enfants depuis une vingtaine d'années. Cette soirée Téléthon est le top de départ d'une série d'actions dénommées Opération 10 000 enfants parrainés à l'horizon 2020. Chez toi là-bas, les mômes doivent travailler la terre.
La collaboration est au beau fixe entre le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou et le Festival du cinéma africain de Koribga. Une délégation du FESPACO a séjourné au Maroc du 16 au 23 juillet dernier pour prendre part à ce festival. Le délégué général du FESPACO a une fois de plus salué la coopération qui existe entre les deux festivals. Mathias Drabo et Kadi Sanogo. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO entretient de bonnes relations de coopération avec le Festival du cinéma africain de Kourigba au Maroc. En témoigne la présence du délégué général du FESPACO à ce festival. Depuis la naissance du festival de Kourigba, les relations se sont nouées et se sont développées entre les deux festivals, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO et le festival de Kourigba. Nous travaillons dans la même filière, donc le cinéma, l'industrie du cinéma, et nous avons les mêmes objectifs, le développement, la promotion de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel en Afrique. Donc il va de soi que nous nous mettons ensemble, nous nous donnons la main, nous échangeons pour ensemble travailler avec beaucoup plus de performance au niveau de nos différents festivals pour l'évolution donc de l'art et de la technique cinématographique en Afrique. Par rapport au FESPACO, le festival de Kourigba a une particularité, à savoir les débats. Le festival de Kourigba a la particularité d'être un festival de débat. À Kourigba, c'est un festival un peu plus réduit qui laisse beaucoup de place aux discussions sur l'art et la technique cinématographique. Et Ouaga, c'est un peu plus grand, ça va un peu au-delà. Pour organiser, par exemple, à Ouaga, nous avons le marché du film, nous avons d'autres choses. Donc, c'est deux festivals complémentaires. Le Festival du cinéma africain de Kourigba a été une opportunité pour le délégué général du FESPACO de voir des films de l'Afrique du Nord qui seront probablement retenus pour la prochaine édition du FESPACO. On termine avec un mot sur l'actualité à l'étranger. La capitale somalienne a été la cible d'un double attentat ce dimanche. Au moins 5 personnes ont été tuées. Cet attentat a été revendiqué par les chebabs du groupe État islamique. Dimanche sanglant à Mogadiscio, la capitale somalienne. Au moins 5 personnes ont été tuées, sans compter les 2 auteurs de l'attaque et 12 autres blessés dans un double attentat suicide à la voiture piégée. Les terroristes ont lancé 2 voitures remplies d'explosifs sur le quartier général du département des enquêtes criminelles de la police. L'attaque s'est produite près d'un carrefour très fréquenté du centre de Mogadiscio. L'attentat a été revendiqué par le groupe islamiste Chebab. Mardi, déjà, au moins 13 personnes avaient péri dans une double attaque suicide près de l'aéroport. Les Chebabs ont été chassés de la capitale en 2011, mais contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon dimanche et à très bientôt.